Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden et aujourd'hui on va continuer sur le fascisme et le national-socialisme avec peut-être l'aspect le plus, le plus esthétique. Parce qu'on va parler de la SS, effectivement la SS dont les costards étaient taillés par Hugo Boss parce que le style quand même c'est important comme dirait Orelsan. Donc enfin bref, donc on va continuer sur ça, on va parler de la SS, etc. Commençons. Pour sa protection personnelle, Hitler avait constitué une garde qui reçut, en 1925, le nom de Schutzstaffel, section de protection. Mais la milice du parti, comparable à la milice fasciste italienne, était constituée par les sections d'assaut, les SA, commandées par un ancien officier, Röhm. Lorsque Himmler prend le commandement des SS en 1930, il accroît leur activité, protection des principales personnalités du parti, service d'espionnage et de contre-espionnage qui viendra le SD. Confié à Reinhard Heinrich, le texte est écrit incroyablement petit, en même temps sont créés les commandos d'intervention dans de nombreuses villes. En 1933, les SS ont déjà 50 000 hommes. Ils sont alors rivaux des SA qui font souvent preuve d'insubordination et dont la prétention à former une nouvelle armée populaire inquiète la Wehrmacht. Convaincu grâce à de faux documents forgés par Heydrich que Röhm conspire contre lui, Hitler s'en débarrasse ainsi que de nombreux adversaires réels ou supposés dans la nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934. Himmler s'attribuera désormais de nouvelles fonctions sans cesse grandissantes. En 1936, il devient par Heydrich le chef de toutes les polices du Reich malgré l'opposition de Göring. Plus tard, il prendra le pas sur les services spéciaux de l'armée Lambert, et j'ai un accent allemand absolument dégueulasse. Selon Himmler et Hitler, qui leur remet la Blutfahne, l'étendard imprégné de sang de martyrs du putsch de 1923, les SF doivent constituer un ordre au service du parti et de l'État. Himmler déclare « Seul le sang nordique doit être pris en considération. Notre sang nous confère un génie inventif très supérieur à celui des autres nations. Les décennies à venir verront désormais l'extermination des êtres inférieurs qui luttent contre l'Allemagne, berceau de la race nordique, porte-parole de la civilisation. » Pour assurer la pureté raciale de l'élite, tous les moyens étaient bons. Bigamie, procuration en dehors du mariage, vol d'enfants, la recrue SS était entraînée à obéir sans poser de questions à n'importe quel ordre, si rigoureux fût-il. L'extermination des ennemis du Reich était sa raison d'être. La détermination fanatique et l'absence de pitié, les conditions du succès, la camaraderie, les liens personnels des hommes avec leur chef instituaient une sorte de dévotion religieuse. Effectivement, ça me fait penser à la devise de Troisième Voie, je crois que c'était croire, combattre, obéir, je crois que c'était ça, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on est totalement dans ça. En 1936 furent créées des unités SS à la tête de mort chargées de la surveillance puis de la direction des camps de concentration jusqu'à-là confiés aux SA. Dans ces camps, les nazis enfermaient leurs adversaires, d'abord des Allemands hostiles au régime, mêlés à des criminels et à des asociaux, puis des résistants, des pays occupés surtout des juifs, condamnés à être exterminés. Enfin et surtout des juifs. Voilà.
Une masse humaine dénuée de toute protection juridique, affaiblie par des divisions internes, plus de 20 nations y furent représentées, indéfiniment renouvelables, s'offrit ainsi à l'arbitraire d'une armée de bourreaux dont le comportement allait du pur sadisme jusqu'à des expériences médicales avec des cobayes humains. Mais elle fournissait aussi à la SS une foule de travailleurs qu'elle pouvait exploiter jusqu'à l'extrême limite de leur force. La SS devient ainsi un grand industriel, exploitant des pré-écrits, des carrières, des industries je tourne la page, du bois, des textiles, du cuir, du caoutchouc synthétique et des armes secrètes. Je crois que... merde, comment ça s'appelle enfin, le film de Spielberg... merde. Ah, ça m'a revenir. C'était qui déjà? C'était... Enfin bref. Le film de Steven Spielberg... Schindler, Oscar Schindler... Bah, il faisait partie de la SS, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. C'est pas impossible. Ces entreprises avaient une structure paradoxale. C'était des firmes privées à responsabilité limitée, mais dirigées totalement par l'administration centrale de la SS. Il n'y a pas de petit profit, je pense. Pendant la guerre, le principal profit était l'approvisionnement de la SS elle-même en objets d'équipement. Himmler s'était heurté à Speer lorsqu'il avait voulu en vain déplacer les usines d'armement vers les camps de concentration. Mais la conquête de l'Europe avait ouvert à la SS de grandioses perspectives. Elle sera chargée de coloniser l'espace conquis où elle fera souche. Ainsi s'ajoutait sa première mission de défendre le régime, celle de préparer l'économie de l'Europe nazifiée. Elle y ajouta la constitution d'une armée débarrassée de toutes ses quêtes de l'époque impériale. Dès 1940, les unités de Waffen-SS participèrent à la campagne de France. Elles se multiplièrent et recrutèrent dans toute l'Europe avec la guerre contre l'URSS. Leur importance croîtra sans cesse en raison de la méfiance de Hitler à l'égard de ses généraux et pour exploiter le capital d'enthousiasme et de fanatisme de la jeunesse. Himmler, quand ce n'était pas Hitler, s'occupait personnellement de leur dotation en matériel, du choix de leurs chefs, des lignes d'engagement. Les hommes étaient dressés par une discipline draconienne, des exercices de combat incessants et d'interminables sections d'endoctrinement politique. Les chefs étaient souvent des repris de justice, des ratés et des demi-fous. Henke, commandant de la division Totenkopf, fut recruté par Himmler dans un asile psychiatrique. Bon, le passage est un brin validisme, mais vous avez à peu près l'idée quand même. Les Waffen-SS se comportèrent en criminels dans les territoires conquis, incendiant les villages, dont Oradour en France, assassinant des prisonniers ou des résistants arrêtés, massacrant des collectivités juives, exterminant les blessés. Se livrant aussi à des pillages individuels, des viols en principe interdits mais rarement sanctionnés. Ouais. La banalité du mal. Les Waffen-SS furent d'abord méprisés par l'armée, qui s'était efforcée de se distinguer d'eux, puis elle les a jalousés en raison du retentissement que la propagande donnait à leurs actions. Enfin, l'armée les a engagés en priorité dans les combats difficiles et admirés. La division SS Hitler-Jungen aura 20% de tués, 40% de blessés et disparu en Normandie du 16 juin au 11 juillet 1944. En définitive, la SS était devenue un État dans l'État. Himmler, en 1944, cumulera sa direction avec celle de la police et du ministère de l'Intérieur. De la police raciale, du commandement de 34 divisions SS et des armées du centre. Aussi bien se crut-il autorisé à adopter un jeu personnel, nouant des contacts avec les Suédois pour jouer un rôle diplomatique, engageant des pourparlers en Italie avec les Alliés pour limiter le conflit à la guerre contre l'URSS, essayant de troquer le sort des concentrationnaires contre une protection anglo-américaine pour lui et ses hommes, ayant même quelques contacts indirects avec le groupe de conspirateurs contre Hitler et aspirant à remplacer celui-ci en 1945, pour finir par s'empoisonner quand les Américains le capturèrent et l'identifièrent. Voilà pour l'ASS. Il y a des passages, en fait, pour que ça tienne dans un livre de 128 pages, et il y a des passages extrêmement petits, c'est assez technique. Je suis obligé d'avoir un peu la bouche collée au micro parce que je n'ai pas de préamplificateur, enfin voilà, les détails techniques, et donc c'est un peu pas évident, enfin bref. J'espère que ça a été agréable. C'était la lecture sur les Waffen-SS, effectivement, parce que tout le monde confond un peu les SA, les SS, etc. C'est vrai que c'est un peu technique. Pendant le Troisième Reich envoie pas mal d'imaginaire. Donc voilà, là c'est la petite précision sur les SS. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!